webinaire à destination des lauréats Acté 1 que vous représentez en tant que coordinateur ou en tant que membre des groupements lauréats. Donc, c'est la 5e étape de ce cycle de webinaire qui est concentré sur les remontées de dépenses et le process d'appel de fonds. Et donc, c'est un cycle qu'on a souhaité à proposer à l'ensemble des lauréats des différents appels à projets d'Acté 2 et qui vont s'étaler jusqu'à l'été. Et pourquoi on a un cycle de webinaire? Parce que finalement, un webinaire, c'est un appel à projet avec son calendrier dédié et ses particularités quelquefois. Et donc, on a souhaité ce webinaire d'une part pour répondre quant aux modalités de cette partie des projets, donc le suivi financier et la remontée de dépenses, qui n'est pas anecdotique, puisque c'est un peu le centre, le nerf de la guerre, on va dire. Et puis, ça vient aussi en piqûre de rappel du webinaire lauréat qui a eu lieu juste après la sélection des différents projets. Donc, pour l'appel à projet Sequoia 1, ça remonte maintenant à plusieurs mois. Donc, ça peut toujours faire du bien d'actualiser les choses. Et puis, d'autre part, c'est pour vous partager certaines actualités et des modifications qui sont issues de votre expérience en tant que lauréat, d'utilisateur, demandeur de versement des fonds, et puis de notre expérience à nous en tant qu'utilisateur à l'instruction de ces fameuses demandes. Donc, c'est une présentation qu'on vous fera à deux voix avec Lohan Emery, chargée de mission au sein du programme Acté qui vous a salué tout à l'heure. Et donc, moi, je suis Magali Merlin, chef de projet au sein du programme. Et peut-être, je vois certains noms que je reconnais, donc on a eu l'occasion de se croiser lors des précédents événements d'Acté. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc des informations transversales à tous les appels à projets vont être partagées. Donc, c'est le cas de cette slide que vous voyez ici, qui sont les chiffres clés du programme, et puis aussi des informations spécifiques qui sont propres à chaque appel à projet, et notamment le calendrier. Voilà. Alors, quelques généralités sur le programme Acté, donc en termes de réseau, notamment sur les postes d'économes de flux. Les 12 appels à projets phares du programme sont finalisés. Il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite, mais ce sera l'objet d'autres séances d'information. Donc, le réseau des économes de flux se structure autour de 240 postes qui sont financés, plus de 15 000 études techniques qui sont financées également, près de 20 000 communes qui sont aujourd'hui concernées ou couvertes par un lauréat du projet Acté, et les 13 régions sont aujourd'hui rassemblées. Et donc les 8 000 bâtiments, enfin 7 000 sont les bâtiments à ce jour identifiés, mais effectivement les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Donc c'est pour ça que ces données elles sont précisées comme étant en consolidation. En termes de couverture régionale, pour vous donner donc une représentation graphique des 13 régions dont je parlais tout à l'heure, et en faisant un focus spécifique sur les 14 lauréats Sequoia 1 qui se situent, du coup, vous reconnaissez probablement, qui se situent dans les différentes régions ici indiquées en cartographie. Si on avance un petit peu, alors, Acté 2, vous n'êtes pas sans savoir que c'est la suite du premier programme Acté 1 qui s'est achevé au 31 décembre 2021. C'est du coup la suite d'une dynamique qui existe déjà pour ce programme qui est évidemment porté par les collectivités que vous représentez, avec des financements directs au sein de leur projet, avec ce programme présenté, et en tout cas qui étant seul programme transverse pour la rénovation énergétique du patrimoine tertiaire public. Et donc, ce qu'il faut évidemment noter, c'est que c'est également une nouvelle échelle d'intervention, puisque Acté 1, c'était 24 projets lauréats. On en est à plus de 200, notamment avec le recrutement du dernier appel à projet Sequoia 3. Il y a de cela quelques semaines, on est autour de 234 projets lauréats. Donc, c'est 12 appels à projets, c'est 4 sous-programmes, c'est une démarche pilote, avec chacun son fonctionnement, des calendriers d'appel de fonds qui sont échelonnés tout au long du temps de la convention, et des prises en charge financières qui sont aussi différenciées selon les appels à projets, avec toujours, du coup, pour Acté 2, cette fin de programme prévue au 31 décembre 2023.
si on avance sur ces généralités-là, aussi qui est derrière le programme ACTé, c'est évidemment vous en tant qu'acteur sur le terrain qui mettez en œuvre des projets et des démarches de rénovation et d'efficacité énergétique. Et c'est également l'équipe que vous connaissez maintenant, l'équipe ACTé que vous voyez du coup pour certains en photo ici représentée. Donc, avec beaucoup d'envie et de motivation, mais avec des comptes à rendre, évidemment. On rencontre donc au comité de pilotage ACTé, qui rassemble plusieurs acteurs institutionnels, que ce soit l'ADEME, la Banque des Territoires, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des maires de France, Plan Bâtiment Durable, et d'autres. Et du coup, les financeurs, puisque c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, et évidemment au ministère. Donc c'est un succès qu'on partagera et qu'on partage déjà avec vous. Et donc, forcément, dans cette collaboration, il y a ce que nous vous apportons et ce que nous attendons aussi de vous dans le bon déroulé des projets qui sont financés. Donc, nous nous efforçons, et ça va se renforcer du coup, maintenant que toute cette vague de lancement d'appels à projets, de financement direct des projets va arriver dans une nouvelle ère, qui est plus l'ère de suivi des projets. Il y aura aussi, donc il y aura une communication qui sera faite à ce sujet, une mise en avant du centre de ressources national qui est proposé par ACTé, qui va venir en complémentarité de ce qui existe déjà dans certains territoires de façon assez structuré, donc de vous mettre à disposition des documents, vous produire des outils, des formations. Ça va être aussi un sujet assez central là, dans les mois qui vont venir, notamment pour les formations des économes de flux, des simulateurs, donc un MOOC qui existe aujourd'hui et dont l'ouverture, il me semble que les inscriptions sont encore en cours, mais que le lancement, l'ouverture du coup des différents modules pour le MOOC ACTé commence aujourd'hui pour cette deuxième saison. Donc, nous efforcer de répondre à vos questions avec beaucoup de rigueur et de rapidité. Donc, animer aussi le réseau national des économes de flux et traiter évidemment diligemment tous vos appels de fonds, ce qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Et donc, ce que nous attendons de vous en retour, c'est évidemment de participer aux réunions du réseau pour ce qui en est des économes de flux, rendre compte de l'état d'avancement de vos projets dans les délais convenus, d'où le calendrier partagé du coup, de remontée de dépenses et puis de remontée d'actions prévues dans le cadre du programme. Nous informer du processus aussi de l'avancement du recrutement des économes de flux quand ils sont évidemment prévus dans le cadre de vos projets. Nous inviter à vos comités techniques, vos comités de pilotage, tous ces temps qui permettent d'avoir une vision supplémentaire de ce qu'on peut lire dans les documents qui sont remontés à date régulière. Et puis, ce qu'on dit souvent, c'est mettre en avant la marque ACTé et de façon plus générale, afficher le programme, mais c'est pas que pour notre bon plaisir, entre guillemets. Donc, le programme ACTé est un programme qui est de plus en plus visible et finalement montrer la réalisation d'un projet, même en phase travaux, c'est-à-dire un bâtiment qui a bénéficié d'une étude ou d'une action financée dans le cadre d'ACTé. Donc, montrer sa réalisation au sein du programme permet de s'assurer de la visibilité de tous ces projets au niveau national et de montrer quelque part ou d'affirmer un peu plus fort le soutien et l'impact de ce type de dispositif auquel on croit et qu'on porte et qu'on partage avec vous pour faire émerger des stratégies de rénovation concrètes. Et du coup, lors de visites officielles, de communication institutionnelle ou toute autre possibilité de mise en avant, c'est important que le programme puisse être visible et identifié par des décideurs qui réfléchissent aux futurs dispositifs et la sélection qui en sera ACTé 3 ou pas ACTé 3, ou en tout cas tout autre programme qui pourrait suivre. Du coup, je crois que j'ai quelques chiffres juste après, donc je les ai déjà passés, du coup, les chiffres. Alors, ce qu'on voulait aussi mettre aussi en contexte avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est ce cadre qui nous lie à respecter pour un suivi financier de qualité. C'est évidemment quelque chose qui est essentiel pendant le temps de conventionnement de vos projets. Donc, à bien avoir en tête que, évidemment, nous sommes là pour vous aider et vous accompagner, mais ce que je disais au début, c'est que vos projets font aussi l'objet d'une décision au sein d'un jury. On fait l'objet d'une décision au sein d'un jury qui est matérialisée, sanctuarisée dans une convention et que du coup, pour cela, nous devons rendre des comptes. Et en même temps,
on comprend évidemment que ces projets, sur leur durée, peuvent évoluer. Et du coup, dans ce cadre, l'idée aussi de pouvoir avoir un cadre pour faciliter le traitement de vos demandes et aussi faciliter la prise de décision du jury. Et du coup, toujours pour ce cadre à respecter, c'est que, donc voilà, on n'est pas une agence d'État, on n'a pas de subordination, entre guillemets, directe au ministère. Notre sujet, c'est l'accompagnement des collectivités, mais des financements nous ont été confiés. On est garant du coup de leur bon usage et nous portons la responsabilité des projets qui sont financés et en tout cas, nous avons la responsabilité d'en rendre compte de façon efficiente. Et évidemment, nous avons aussi à cœur de sécuriser les flux financiers qui, du coup, voilà, qui existent entre le programme acté et les différentes collectivités qui sont lauréates du dispositif, et en ayant notamment une visibilité ou une traçabilité encore améliorée des modifications de vos projets quand elles arrivent, quand elles se présentent, quand elles arrivent. Un petit mot sur le rôle clé du coordinateur dans un projet acté qui anime du coup les instances de gouvernance de votre projet dans les cas les plus rencontrés, on va dire. En principe, il centralise aussi vos demandes et fait le lien avec votre référent régional au sein de la FNCCR. Il vous relaie les rendez-vous incontournables des lauréats actés. Celui-ci en était un, par exemple. Il concatène le bilan de vos actions qui ont été menées à date et fait l'état d'avancée du projet acté, donc notamment lors de ces fameux temps réguliers de remontée de dépenses ou de remontée d'activité. Et donc, du coup, en corollaire de ça, transmet les dépenses et les justificatifs associés pour son compte et celui de ses membres. Et si aujourd'hui vous êtes membre, là en tant que membre du groupement, vous êtes bien au fait qu'il faut transmettre l'ensemble des éléments des dépenses que vous avez effectuées, ainsi que l'ensemble des justificatifs associés au coordinateur de votre groupement, qui en fera la concaténation. Un mot sur le suivi des changements de projet. Donc, comme je l'ai dit, on comprend que les projets peuvent évoluer, même s'il y a évidemment une convention qui sanctuarise un certain nombre de choses. La première chose, c'est en parler au plus vite à votre référent au sein du programme. Bien avoir en tête qu'aucun changement n'est automatiquement accordé. En principe, c'est ce qu'il y a dans la convention. Et par contre, selon la nature du changement, selon que ce soit un changement technique, de ligne financière, de membres bénéficiaires, si c'est un retard très important dans les actions, s'il y a un ajout, un rejout ou retrait de membres, forcément, ce changement peut impacter les règles et les dossiers au niveau national. Donc, il n'y a pas d'automatisme dans la décision, ce qui veut dire qu'il peut y avoir un délai aussi dans la réponse qu'on peut vous apporter, notamment parce qu'il faut du coup l'aval du jury pour toutes les modifications substantielles. Et donc, le pendant de ça, c'est que forcément, tout changement à la convention qui n'aura pas été discutée ou validée au préalable s'expose à la non-éligibilité des dépenses qui correspondent à la ligne ou aux lignes en question. Et donc, pour essayer de tracer en fait ces éléments-là, je vais dire un mot sur ce qu'on appelle la note technique de modification de projet. Et donc, cette note technique, vous devez la remplir et la présenter à votre référent régional, à savoir que, je ne l'ai pas dit en introduction, mais on va vous présenter un certain nombre de nouveaux documents. Donc, tous ces documents vont vous être, si cela n'a pas encore été fait, ils vont vous être transmis par votre référent régional. Et donc, notamment, ce document de note technique qui permet d'avoir une vision des modifications éventuelles qui pourraient, quand vous avez des modifications à présenter, du coup, à les intégrer dans ce type de document-là. Et donc, c'est un document très simple, en Word, qui permet d'évaluer l'étendue de la modification, tant de votre point de vue, à vous, voilà, jusqu'où ça amène dans ce qui a été pensé au départ pour le projet qui a été instruit et financé par Acté. Et pour le référent régional, ça lui permet d'évaluer aussi la teneur des modifications et de répondre selon les implications. Est-ce qu'il s'agit d'une modification substantielle ou non substantielle? Est-ce que, voilà, comment on va présenter les choses au jury de façon à ce que vous ayez la réponse la plus claire possible.
Et puis, l'intérêt aussi, c'est que ça trace la modification, la décision d'accord de modification, et puis ça permet d'enclencher derrière le processus d'avenant éventuellement à la convention qui peut, que peut donner lieu, à quoi peut donner lieu une modification de projet. Est-ce qu'il y a une limite dans le nombre de modifications de projet? Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal imposé, mais il faut bien avoir en tête qu'un nombre de modifications importantes qui seraient présentées à notre jury acté questionneront forcément sur la viabilité du projet qui avait été présenté initialement, et notamment dès la première année de réalisation. Pour Sequoia 1, on est plutôt dans la dernière année, donc ce qui serait plus facilement entendable, on va dire. Le groupement doit aussi se questionner, enfin vous devez aussi vous questionner sur la temporalité à laquelle formaliser votre demande et si des évolutions sont encore possibles dans l'organisation du projet. Et donc là, encore une fois, sur le cas Sequoia 1, c'est un peu particulier puisqu'on est plutôt vers les derniers temps des conventions plutôt que des premiers. Et donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, une modification substantielle donc qui va être évaluée en fonction de la teneur de ce que vous allez présenter, pourrait donner lieu à un avenant à la convention, donc avec un circuit de signature du coup à enclencher et du coup avec un retour en arrière qui serait dans ce cas-là évidemment impossible. Et puis avoir aussi en tête que les règles peuvent être différentes entre Acté 1 et Acté 2, puisqu'il y a des conditions en fait de programme Acté 1 qui existaient, qui n'existent plus maintenant, des nouvelles conditions à prendre en compte, qui font que des règles qui étaient valables pour les premiers temps du programme Acté ne sont plus valables aujourd'hui. Les appels de fonds. Acté 2, quelques petites nouveautés. Et avant les nouveautés, le rappel, ce qui existe déjà, et certains d'entre vous ont déjà souscrit aux 2 premiers appels de fonds qui sont maintenant échus, qui étaient en mai et en octobre 2021. Donc, il reste deux dates qu'on va vous dévoiler tout à l'heure. Et donc, en pratique, les appels de fonds, c'est tous les 6 mois, selon le calendrier qui a été établi, donc qui est actualisé, que je vais vous présenter. Plusieurs documents sont à remonter. Donc, de façon obligatoire, le rapport d'activité qui décrit les différentes actions que vous avez menées depuis du coup le précédent rapport d'activité, donc sur les 6 mois qui se sont écoulés, et le rapport financier qui est le nouveau format de document que Loan va vous présenter, qui permet notamment d'avoir une visibilité par membre et par axe de financement de l'avancement des actions. Et si vous faites une remontée de dépenses, il faut, en plus de ces documents, fournir le document d'appel de fonds avec la certification des dépenses par le ou les comptables publics. Et donc, à ce propos, j'ai une petite vidéo, et là, on rentre dans la partie gag du webinaire où je vais arriver à vous partager et le son et l'image. Donc, je vais vous arrêter ce partage et en vous en proposer un autre pour vous diffuser cette petite vidéo qui a l'avantage d'être assez pédagogique, claire et synthétique et qui, je vous rassure, dure juste quelques minutes. Et je partage l'audio et normalement ça devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez mon écran? Dans le cadre du programme Acté, nous parlons régulièrement des appels de fonds. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Comment cela fonctionne-t-il? Les appels de fonds ont lieu tous les 6 mois, conformément au calendrier établi par la FNCCR. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement peut transmettre à la FNCCR les dépenses réalisées par les membres du groupement au titre du programme Acté, conformément à son programme d'action inscrit à la convention de partenariat. Pour réaliser un appel de fonds, il est nécessaire de transmettre les factures dûment acquittées selon le mode opératoire détaillé au sein de cette vidéo. Il est à noter qu'il n'est pas obligatoire de souscrire à chaque appel de fonds. En effet, le groupement peut attendre la prochaine date d'appel de fonds pour faire remonter ses factures. En revanche, il est obligatoire de transmettre à chacune de ces dates le rapport d'activité, en format Word, et le rapport financier. Ces documents permettent de suivre finement l'avancement du groupement lauréat. La transmission de ces documents est réalisée par le coordinateur du groupement, par le biais d'un email qui doit être adressé à votre référent régional. Les bases sont posées. Aussi, nous allons désormais détailler le mode opératoire pour procéder à un appel de fonds. Dans ce cadre, le coordinateur du groupement renseigne les documents suivants.
Tout d'abord, l'annexe A, appel de fonds, au format Excel et PDF, dûment certifié par chaque comptable public de chaque structure ayant effectué une dépense. Le coordinateur du groupement transmet également l'annexe B, rapport financier, au format Excel, renseigné en fonction des actions réalisées et prévues. Enfin, il transmet le rapport d'activité au format Word ou PDF qui aura été préalablement complété. Il est à noter que sur l'ensemble des axes de financement, excepté le poste d'économe de flux, le versement des aides s'effectue sur présentation des factures acquittées dans la limite du montant total attribué par le jury. Concernant les postes d'économe de flux, c'est la certification du comptable public qui fait foi. Il est à noter qu'il est possible de prendre en compte le salaire brut patronal dans la limite du montant total attribué par le jury. Sur cet axe, il n'est pas nécessaire de transmettre les fiches de paie. En revanche, le recrutement doit être notifié à l'équipe actée dans les meilleurs délais en transmettant par email la charte des économes de flux préalablement signée. Enfin, concernant les dépenses communes effectuées par le coordinateur du groupement, une seule facture pourra être transmise. Dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer qu'il s'agit d'une dépense mutualisée, ainsi que de préciser les destinataires des dépenses en question. Pour rappel, avant de remonter l'ensemble de ces documents à la FNCCR, il est impérativement nécessaire de vérifier que tous les montants soient bien transmis en valeur hors taxe, que les factures soient clairement nommées, en précisant le membre et les actions réalisées. Oui, tu me brasses le corps, c'est une bonne idée. Il faut aussi vérifier que les pièces justificatives soient classées par axe de financement, Je me suis fait mal ici ce matin. ainsi que par membre du groupement. Maintenant que nous avons précisé le mode opératoire à employer pour procéder à un appel de fonds, se pose la question des documents à faire remonter lorsque les fonds ont été avancés par un bénéficiaire final, c'est-à-dire une collectivité non membre du groupement, mais bénéficiant in fine des fonds provisionnés par l'un des membres du groupement. Dans ce cas de figure, le processus de remontée des factures est quasiment identique. Il sera simplement demandé aux membres du groupement, dont dépend le bénéficiaire final, d'indiquer précisément à quelle action et quel axe de financement la facture transmise correspond. Le membre du groupement concerné veillera à justifier que le bénéficiaire final est bien membre de l'entité pour laquelle les fonds actés ont été provisionnés, et ce, par le biais d'une attestation sur l'honneur ou d'une délibération. Revenons au rapport d'activité qui, lui, reste obligatoire tous les 6 mois, que le groupement souhaite souscrire à un appel de fonds ou non. Pour réaliser ce rapport d'activité, le coordinateur concatène l'ensemble des informations transmises par les membres du groupement. En parallèle, il renseigne également le rapport financier permettant de suivre finement l'évolution des dépenses réalisées par le groupement. La transmission de ces documents permet le suivi et l'accompagnement des lauréats afin de faciliter la réalisation et la mise en œuvre opérationnelle des projets ambitionnés. La transparence, le suivi et les échanges entre l'équipe actée et les lauréats est indispensable pour déceler rapidement les points de blocage, investiguer les solutions et partager les bonnes pratiques existantes. Voilà, les appels de fonds et le rapport d'activité n'ont désormais plus aucun secret pour vous. Néanmoins, l'équipe actée reste disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet, ainsi que pour vous accompagner dans la production de ces pièces. Et maintenant, à vous de jouer! Et voilà pour cette petite vidéo. Et je vais reprendre le cours du partage du webinaire avec le support de présentation. Hop. Et donc, on va tout de suite passer au calendrier. Hop, je vous repartage ça. Et voilà. Donc, le calendrier séquoien de remontée de dépenses. Donc, les 2 premières dates sont échues, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, le prochain appel de fonds est accessible donc, dès la fin du mois de mai, puisqu'il a été décalé. J'ai plus en tête la date originelle, mais en tout cas, celle qui s'applique et celle qui se
présente maintenant devant vous. Et du coup, avec aussi une particularité où on décale le dernier appel de fonds après la date de fin d'éligibilité des dépenses, donc après le 31 décembre 2022, telle qu'elle existe en tout cas aujourd'hui, de façon à permettre justement d'obtenir les factures datées jusqu'à la fin de la période d'éligibilité, donc soit jusqu'à la fin du mois de décembre 2022. Et il sera pas... Magali, oui, ton partage d'écran n'a pas marché. Ah, zut alors. Merci de me prévenir. Ils sont spécialisés dans le domaine de la construction. Est-ce que vous voyez là? Non? Oui. Oui, c'est bien. Bon. On entend beaucoup le vocabulaire de l'innovation dans la promotion de ces maisons. En fait, dans l'imaginaire d'une maison écologique intégrée dans un écrin de verdure et avec les enjeux hygiénistes de la... Voilà. Là, vous le voyez, c'est bon? C'est bon. Donc, pourquoi reporter le dernier appel de fonds après la fin de la période d'éligibilité? C'est donc pour vous permettre d'obtenir les factures datées jusqu'à la fin de cette période, donc dans l'idée de ne pas avoir à transmettre des ordres de service et vraiment, du coup, les factures que vous auriez datées à cette période-là. Et donc, du coup, on en vient aussi à un sujet qui va particulièrement intéresser donc, les lauréats, enfin, vous en tant que lauréat Sequoia, un appel à projet qui est le premier appel à projet Acté 2, donc qui arrive plutôt à la fin, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'avec la remontée d'informations du coup du troisième appel de fonds, qui est donc celui qui est ouvert là pour la fin du mois, on est aussi demandeur d'un tableau prévisionnel des avancées pour la fin de la convention, c'est-à-dire l'appel de fonds 4 prévisionnel, qu'est-ce qui va être et quelles vont être les consommations que vous envisagez d'ici à la fin de l'année. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision, je vais montrer ça après, d'avoir une vision de ce qu'on vont être les consommations des différents projets et puis identifier dès à présent s'il y a des blocages ou des défauts d'enveloppe qui ne pourront pas être consommés dans leur entièreté et puis voilà, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la consommation de ces reliquats ou alors dans l'organisation du dernier appel de fonds, ce qu'on pourrait proposer. Du coup, je vais passer la parole à Lohan s'il m'entend. Pour, du coup, parmi les documents qui sont remontés au moment des appels de fonds, le rapport financier dynamique, le rapport financier dynamique. Du coup, je vais peut-être laisser le partage tout de suite, Lohan, pour expliquer le document. Je veux bien, merci. OK. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça c'est en train de charger. C'est bon. Parfait. Alors effectivement, donc petite présentation de l'outil rapport financier qui, comme vous l'avez compris, est indexé au rapport d'activité. Donc c'est vraiment, commençons par là, un outil qui va permettre non pas de traiter la comptabilité de l'argent qu'il doit transiter entre vous, les porteurs de projets, et nous, le programme Acté, mais bien de suivre plutôt de manière pragmatique et pratique la réalisation du projet dans sa partie financière. C'est la petite subtilité. Et c'est pour ça qu'ensuite, on va en découler pas mal de choses qui peuvent se recouper avec aussi l'appel de fonds. Mais c'est vraiment bien deux documents différents qu'il faut bien distinguer. Je commence aussi par dire qu'il y a donc dans la partie kit lauréat qui vous a normalement été envoyé par tous les référents. Donc maintenant, on travaille sur le site web Acté avec une page non référencée sur le site pour les tout publics et qui vous permet de retrouver tous les documents par appel à projet qu'on met dans le kit lauréat. Et dans ces documents, vous retrouverez donc un mode d'emploi qui s'appelle mode d'emploi rapport financier lauréat, qui permet de représenter toutes les innovations plus ou moins qui sont proposées sur ce nouvel outil de rapport financier. Donc voilà, si vous avez une problématique dans quelques mois, est-ce que vous vous rappelez plus, je pense qu'on ne fera pas de webinaire lauréat à chaque appel de fonds, même si on est toujours là aussi pour répondre aux questions si jamais. Et donc, ce mode d'emploi, il présente une première partie
comment est construite cette nouvelle feuille que vous reconnaissez, puisqu'en fait, elle ressemble vraiment à l'annexe financière qui a normalement été indexée à votre convention. Et ensuite, une partie qui présente plus en détail ce qu'on attend de vous au moment des appels de fonds, donc pour remplir le rapport financier indexé au rapport d'activité. Ces deux documents, du coup, ils vont vous permettre de suivre la consommation, non pas la consommation des fonds réels, mais la réalisation du projet. Donc ici, on a, en fait, j'ai repris un de vos projets que j'ai anonymisé. Vous avez retrouvé 6 onglets dans 7 plus précisément avec cette nouvelle version de l'outil. Déjà, l'AF actualisé, en fait, c'est censé être le projet tel qu'il a été présenté dans la dernière version de la convention ou avenant ou note de projet si ça a été validé auparavant. Donc, vous allez retrouver tous les éléments que vous aviez sur l'annexe financière, mais l'outil permet de mettre à jour au fur et à mesure des potentielles modifications demandées et acceptées si c'est nécessaire. Ici, vous retrouvez également dans AF initial la partie, en fait, c'est l'annexe financière telle qu'elle a été signée normalement. Donc, vous retrouverez les informations normalement presque en doublon entre ces deux feuilles orange, mais c'est vraiment la feuille AF actualisée qui est en priorité et c'est celle qui va vraiment permettre de faire les calculs. Vous avez ensuite 4 feuilles bleues ici qui correspondent au timing qui sont ceux des appels de fonds. Donc, vous, dans votre cas, vous êtes déjà à l'appel de fonds 3 qu'il va falloir remplir. Donc là, j'ai déjà un trou de mémoire. Je ne sais plus quel est le jour de l'appel de fonds qui vous est proposé aujourd'hui. Magali, si tu peux me... Le 27 mai. Voilà. Donc, à chaque fois, voilà, l'idée, c'est de remplir les dates ici et de remplir ensuite, dans cette feuille, toutes les dépenses que vous avez réalisées dans le projet depuis le dernier appel de fonds. Donc, c'est pour ça que là, probablement, quand on vous les a envoyés, les feuilles AF1 et AF2 sont peut-être vides, mais si vous avez réalisé des dépenses, même non remontées par les appels de fonds, il faudrait donc renseigner ces éléments pour les 2 appels à projet, les 2 appels de fonds précédents. Et donc, l'appel de fonds 3, c'est là où vous allez représenter du coup tout ce qui s'est réalisé depuis environ 6 mois. Donc, si on ne dit pas de bêtises, ça fait à peu près 6 mois que vous avez dû faire le dernier appel de fonds. Ça a comme intérêt que même si vous ne faites pas d'appel de fonds en bonne et due forme, c'est-à-dire que vous décidez finalement, malgré la réalisation de certaines dépenses, de ne pas présenter ces factures pour le remboursement à une fois. Par exemple, si l'appel de fonds 2, vous étiez un peu court, que vous vouliez attendre d'avoir une dernière facture pour faire passer tous les équipements de suivi d'un coup, ça peut s'entendre. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait simplement quand même présenter les dépenses que vous avez réalisées avant l'appel de fonds 2, puis mettre la dernière à l'appel de fonds 3. Et ça n'empêchera pas, donc, pour l'appel de fonds 3, de faire la demande financière pour tous les équipements de suivi que j'ai mentionnés. Ces feuilles bleues, donc voilà, c'est vraiment de la saisie pour votre côté. Et elles sont toutes liées, ces feuilles, pour ensemble donner des informations sur la globalité du projet, sur la feuille synthèse, donc la feuille violet. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont peuvent, qui peuvent se rendre utiles pour notamment les coordinateurs qui ont des gros groupements avec des membres qui dépassent sur la feuille ici. Parce que, en fait, il y a des indicateurs ici, comme vous le voyez, qui permettent de voir sur chaque action qui sont proposées dans l'annexe financière. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un économe de flux qui serait financé pendant 2 ans, 24 mois. Et bien ici, en fait, la synthèse, elle vient directement faire le calcul entre ce qui est proposé dans le projet et toutes les feuilles appels de fonds où vous allez successivement présenter des dépenses qui sont liées au projet. Ça permet de voir que là, par exemple, j'ai rempli la feuille AF1 et AF2 qui sont relatives aux éventuelles dépenses que le groupement a réalisées sur les 2 premiers appels de fonds. De voir qu'on a déjà consommé 38% du budget sur l'économe de flux et qu'il reste du coup voilà, une enveloppe à 62%. Donc, effectivement, là, c'est assez facile, mais dès qu'on arrive sur, par exemple, la partie équipement, voire les audits, où vous avez peut-être beaucoup d'éléments qui se superposent pour tous les différents membres, ça permet vraiment de suivre de manière assez fine chaque action qui est promise. Et donc, du coup, à terme, avec les globaux ici, de voir où est-ce que vous en êtes relativement sur chaque lot,
de la consommation et du coup de la réalisation du projet qui était proposé initialement ou revu dans le cas où vous auriez fait une demande de fongibilité ou simplement de notes techniques qui ne bougeraient pas énormément les choses. La dernière chose que je dois présenter, effectivement, c'est la F4 qu'on a appelée prévisionnelle, puisque là, aujourd'hui, vous êtes sur la F3, mais comme l'a dit Magali, nous, en tant que programme où on essaye d'avoir une vision d'ensemble sur tous vos appels à projets, vos appels de fonds, pardon, tout au long des consommations, ça va nous permettre d'anticiper à 6 mois à l'avance. Si vous avez, par exemple, là, ici, je vais prendre l'exemple de la partie capteur. Imaginons que vous avez fait cette demande avec un équipement d'outils logiciels qui n'est plus vraiment d'actualité parce que vous avez trouvé une autre solution pour le financer ou vous préférez le repousser à plus tard. Il est important pour nous de savoir que ces 22 500 €, du coup, ils ne seront pas consommés vraisemblablement. Et donc, c'est pour ça que sur cet appel de fonds précis, on vous demande à la fois de présenter les dépenses réelles réalisées avant le 25 mai sur cette feuille AF3 et également de présenter une projection de ce que vous pensez pouvoir consommer entre le 27 mai et la date de fin d'éligibilité des dépenses qui permettra ensuite du coup d'avoir cette feuille de synthèse avec ce qu'on imagine avoir consommé d'ici la fin du projet. Ce n'est pas quelque chose qui est réellement engageant, en tout cas on en parlera pour les prochains mois, mais par contre, vraiment pour nous, ça va nous permettre d'avoir une vision d'ensemble de est-ce qu'on parle de quelques milliers d'euros seulement de reliquats à l'échelle d'un appel à projet, ou est-ce qu'il y a quand même beaucoup plus et du coup il faudrait prévoir des ajustements quand même importants. Voilà tout. Qu'est-ce que j'aurais oublié? J'ai parlé du mode d'emploi si jamais il y a des petites questions dans quelques mois parce que vous n'avez plus forcément en mémoire exactement ce qu'on a présenté. Et ouais, je ne sais pas, Magali. Il y a une question dans le chat, peut-être, du coup, sur la différence entre appel de fonds éligible et appel de fonds sollicité, comme on voit ici, par exemple, sur la ligne 14. Effectivement. Donc alors, en fait, cette feuille, elle a été un peu automatisée pour convenir à tous les groupements qui ont présenté des annexes financières. C'était un peu compliqué parce que chacun avait un peu présenté les informations différemment. Ce qui a été choisi, c'est qu'en fait, il y a à chaque fois 3 lignes qui sont présentées dans chaque bloc. C'est le coût global qui est vraiment lié à l'action, ce que vous allez normalement dépenser. L'aide éligible actée, c'est-à-dire donc un calcul automatique qui est réalisé sur la base du coût global et du taux. Et cette dernière ligne qui est en fait présente dans le cas où il y aurait des différences entre ce qu'il était possible en toute théorie de demander comme aide et les aides sollicitées. Par exemple, si vous aviez ici, alors il y a aussi un rappel des plafonds ici. Voilà, par exemple, le lot 1, vous voyez ici, il est fixé à une aide maximale de 90 000 €. Dans le cas où vous aviez le projet de recruter 3 économes de flux pour un membre, du coup, ces valeurs, elles seraient toujours à 35 000 € si ils sont tous payés de la même manière. Mais par contre, il y aurait une coupe. Et donc, la valeur qui est vraiment prise en compte dans l'annexe financière, c'est bien cette valeur en gras qui est l'aide, du coup, actée, sollicitée ou l'aide proposée donc, lors de la convention. Dans les feuilles ici, par contre, effectivement, vous allez avoir parfois... c'est vrai que l'étymologie utilisée ici, elle n'est peut-être pas forcément correcte parce que ça sous-entend que là, vous avez vraiment sollicité ces appels de fonds. Mais dans ces lignes-là, on sous-entend bien que vous entrerez les valeurs de ce que vous auriez pu solliciter si vous présentiez l'appel de fonds. Parce que le but à la fin, c'est vraiment de voir les consommations baisser. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Oui, ça l'était. Il y a un petit complément qui a été apporté par Fabien Descartes dans le chat. Donc, merci à lui. Ça permet d'avoir du coup l'éclairage écrit pour ceux qui écoutent, qui comprennent plus en écoutant. Du coup, je pense qu'ils ont compris en t'écoutant. Et puis ceux qui comprennent mieux en lisant, les deux sens ont été satisfaits. Donc, merci beaucoup.
Je rajoute un détail, peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'on avait proposé un outil un peu, une V0, une ébauche de quelque chose d'automatisé au lauréat Sequoia 1 ou 2, ou les deux, ou voilà. Et donc, c'est possible que vous aviez reçu un outil pseudo-automatisé qui ressemblait un peu à ça. Et donc, du coup, en fait, ce document, vous l'avez compris, il remplace complètement ce qu'on aurait pu vous envoyer il y a quelques mois. L'idée, c'est vraiment maintenant de tout faire sur ce document et de bien prendre en compte également tous les documents qui sont présents sur le site appel le kit lauréat pour chaque AAP, parce qu'il y a pu avoir des changements mineurs, mais quand même sur les pièces qui sont demandées pour remplir chaque appel de fonds. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à poser les questions qui vous viennent dans le chat. J'ai vu une question d'Isabelle Parfit du SDEF. Effectivement, vous n'apparaissiez pas dans la cartographie qu'on a faite, parce que votre projet, sauf erreur, c'est un projet entre la Bretagne, avec du coup en mutualisation avec le ciel en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, effectivement, on a dû choisir où le mettre. Et je pense qu'on va revoir les choses pour le mettre dans les deux cartographies. On va faire ça. Je pense que ce sera peut-être plus visible dans ce cadre-là. Je reprends mon partage d'écran. Merci beaucoup, Lohan, pour cette présentation du document. Et on va continuer. Alors, là, dites-moi si ça a fonctionné. Normalement, oui. Bon. Tac. Donc, on était en train de parler donc, de ce rapport financier dynamique. Le support de présentation vous sera diffusé d'ailleurs à la suite du webinaire, et puis l'enregistrement est en cours, donc il pourra être diffusé, vous pourrez le regarder, le revisionner de nouveau, ou alors le faire suivre aussi à ceux qui voulaient être présents mais qui n'ont pas pu se rendre disponibles. Et donc, des demandes complémentaires au rapport d'activité, donc faire la continuité de ce que disait Lohan, donc cette idée d'avoir une vision actualisée des dépenses à la fin du programme, ce fameux onglet AF4 prévisionnel, du coup, qui est à faire en même temps que vos remontées de dépenses pour la F numéro 3. Il y a aussi en demande complémentaire des enquêtes que l'on peut réaliser sur le périmètre du projet. Et donc là, forcément, c'est qu'on arrive au bout. Donc, c'est des choses auxquelles vous allez être amené à répondre plus que sur d'autres lauréats sur des appels à projets qui débutent. Si jamais vous êtes lauréat de plusieurs AAP, vous n'aurez pas forcément les documents au même moment. Donc, des enquêtes sur le périmètre du projet, sur les travaux que ça va générer, qui ont pu être déjà générés par les éléments qui ont pu être financés, des précisions aussi sur les actions que vous avez réalisées, que vous nous avez indiquées dans le rapport d'activité, de façon à avoir des choses, affiner un peu la connaissance des projets, sur les bâtiments aussi qui ont été traités. Je vois que Thomas, j'ai bien vu, tu as levé la main, je vais juste terminer sur ce slide-ci. Et je te passe la parole. Donc, à bien savoir, dans les différents documents qui seront disponibles en téléchargement dans ce nouveau kit lauréat, il y a aussi, du coup, donc, parmi les enquêtes du projet, ce qu'on appelle les indicateurs de réussite de projet. Donc, c'est un tableur Excel avec plusieurs onglets. Ça, c'est un document qui est souhaité, du coup, à la fin de votre projet, à la fin de la convention actée, donc d'ici début 2023, en gros, dans un délai de 2 mois après la fin de la convention, mais qu'on vous propose dès à présent pour commencer à le remplir et commencer à le partager entre membres, puisque c'est une collecte d'indicateurs qui porte sur 3 aspects, sur les projets, sur le projet réalisé, sur le nombre de bâtiments, sur les actions, sur le type d'études qui ont été finalement réalisées au cours de la convention. Et on vous suggère entre tous les membres, donc coordonnés par le coordinateur, un document unique qui peut être partagé sur la plateforme de votre choix, pour qu'il n'y ait qu'un seul document après qui nous soit transmis. Donc, délai de 2 mois après la fin de période d'éligibilité pour nous le transmettre. Donc, on vous diffuse dès à présent que vous puissiez en prendre connaissance et puis commencer à l'alimenter. Et puis, sachez que c'est un document aussi qu'on a donc fait pour le bilan d'Acté 1 et qui a quelques clarifications et qu'il est déjà éprouvé, en fait, comme document, donc qui va permettre, du coup,
comment dire, de se caler le plus facilement possible, en tout cas dans l'avancement de vos projets. Thomas, c'est bon, tu peux allumer ton micro et nous dire… Et justement, sur ces indicateurs, donc là, j'ai eu un retour à faire sur Acte 1 mi-avril. Donc, effectivement, vous demandez ça et il n'y a pas de souci, ce qui est normal au vu d'un projet comme celui-ci. Ma question était, donc déjà, je vois qu'il y avait certains éléments d'indicateurs qui sont proposés. Est-ce que dans ces cas-là, ça ne peut pas être au niveau de la FNCCR de calibrer un peu comme ce que vous avez fait pour Acte 1, le document qui recense l'ensemble des indicateurs? Parce que je ne le cache pas. Parce que je ne cache pas que sur Acte 1, par exemple, le fichier de suivi des indicateurs était très bien, mais pour ne pas le cacher, je n'avais pas l'ensemble de ce niveau de détail. Et donc, en fait, quand on vient à posteriori rechercher tous les indicateurs, que ce soit le nombre de surfaces mètres carrés impactées aux écoles, etc. Enfin, voilà. En fait, c'est presque plus un travail qui est assez long et en fait, souvent, c'est un manque de temps. Je me dis que si on peut avoir ce tableur de suivi des indicateurs dès le début, ce qui nous permet en gros même de suivre notre projet en tant que tel, ça nous permet de faire gagner du temps. Voilà. Donc c'était juste voilà, une demande. Après votre fichier, moi je ne me cache pas que le fichier Acte 1, je comptais l'utiliser en partie pour faire le suivi d'Acte 2, mais s'il y a quelque chose de plus ou moins formalisé, pour éviter qu'on aille à chercher à la pêche aux infos quand on en manque, ça peut être utile. Tu as tout à fait raison. Merci Thomas pour ton intervention. Effectivement, il y a le fichier qui a été concaténé. Donc, on a repris celui d'Acte 1 et on l'a un peu amélioré en fonction des retours qu'on a eu des lauréats Acte 1 pour le faire évoluer, qu'il soit transmis en amont. Donc, c'est ce qui est le cas pour Sequoia 1. Et puis, il va être transmis au fur et à mesure pour les autres lauréats des appels à projets. Et donc, il est disponible dans le dossier, en fait, dans le kit lauréat. C'est un document Excel avec les 3 onglets et les 3 niveaux d'indication présentés ici. Donc, vous le trouverez en lien de téléchargement avec les autres documents d'appel de fonds. Et donc, encore une fois, il n'est pas à remettre maintenant. Il est vraiment en prendre connaissance, commencer à le renseigner. Et du coup, il est attendu à la fin de la convention. Mais disons que ça gagne du temps quand on sait quels sont exactement tous les éléments que vous souhaitez. Donc, dès qu'on peut l'avoir, avant la fin du projet, ça nous permet de suivre notre projet, d'utiliser cet outil-là comme suivi de dossier, mais également, en plus de faciliter, lorsqu'on vous allez nous demander les indicateurs, d'être en capacité d'avoir les informations rapidement et pas d'aller rechercher des éléments à droite et à gauche à la suite, quoi. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Hop, on arrive à la fin. Donc, vous avez déjà posé vos questions, vous pouvez continuer à les poser, n'hésitez pas. Quelques petits rappels. Le pendant de ce que je disais en introduction. Donc, l'équipe Acte est invitée à la table de vos événements et on s'y rend et on y participe avec beaucoup de plaisir. Donc, les comités de pilotage, les comités techniques de projet, les signatures de conventions. Donc, on n'est plus vraiment à ce stade-là pour vous, mais les inaugurations aussi de sites, on est peut-être plutôt à cette étape-là. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire au suivi et à l'avancée des projets en complément des informations qu'on a dans les documents formalisés tous les 6 mois. Ça facilite les échanges, vous en avez bien conscience, et le recensement des points de blocage éventuels, et puis de façon aussi après à trouver des solutions et vous proposer des pistes, notamment en se nourrissant des expériences d'autres lauréats, d'autres appels à projets, d'autres projets qui ont pu être confrontés, de collectivités qui ont pu être confrontées à des problématiques similaires. La visibilité du logo Acte, j'en remets une petite couche, mais du coup, dans les documents disponibles en téléchargement avec les éléments du kit lauréat, le tableau des indicateurs, vous avez aussi le kit communication qu'on vous renvoie. Voilà, vous aviez en plus, c'est possible, pardon, c'est un kit qui a été renvoyé en principe à tout le monde, mais en tout cas, on le remet à disposition là, c'est l'occasion, donc avec tous les éléments de communication, les logos, tous les formats nécessaires pour mettre sur tous les supports. Donc, ça a été ficelé aux petits oignons par notre service communication. Donc, avec cette idée de la visibilité du logo, c'est la visibilité de l'action long terme qui est proposée et portée par le programme. Les vidéos tutoriels, vous avez vu celle avec Hortense sur l'appel de fonds et remontée de dépenses. Sachez qu'il en existe 3 autres. Donc, une générale qui présente les 3 vidéos, une sur le conventionnement,
donc avec Tiffany Cordier, la juriste du programme, et puis une sur la communication. Voilà, du coup, où j'ai le plaisir de vous présenter notre démarche en la matière. Vous avez le lien ici, où vous pouvez les retrouver sur le site Acté pour les petites piqûres de rappel. Et voilà, j'en ai terminé. Je regarde juste dans le chat, il y a des questions qui sont remontées. Des questions sur le rapport financier. Loane, je ne sais pas si tu les as vues du coup. Alors, du coup, il y a une question sur le rapport financier. Peut-on changer les intitulés des prestations intellectuelles? Dans le cas de notre projet, il s'agit surtout de formation et d'un suivi accompagnement des membres. Alors, je fais appel à toi, Loane, si tu nous entends encore ou pas. Alors, je vais essayer de reprendre. Donc, du coup, je relis ce qui est dans le chat. Il se trouve que certaines boîtes mail filtrent les pièces jointes Excel contenant les macros. Si vous avez reçu le mail avec le lien, mais que vous n'avez aucune pièce jointe, veuillez en avertir votre référent. Oui, on peut avoir des problèmes de réception des documents, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Et donc, du coup, sur les intitulés des prestations intellectuelles, moi, il me semble que c'est possible, effectivement, de les changer pour que ça corresponde voilà, à la réalité du projet. Mais du coup, c'est comment dire, le même intitulé qu'il y a dans la convention. Et c'est celui-ci qui est repris de feuille en feuille de feuille en feuille d'appel de fonds. Mais ce que je vous propose, c'est, du coup, Loane a dû nous quitter, donc je vais vous confirmer ça avec l'envoi des documents. Mais pour moi, il me semble que c'est possible, effectivement, que ça colle, en fait, aux intitulés qui est prévu dans votre convention. Voilà. Alors, je regarde si j'ai loupé une question ou pas. Je remonte. Je crois que non. Et oui, donc les documents sont... En fait, vous allez recevoir un mail. Il y a la totalité des documents est à récupérer sur un lien caché, en fait, du site Internet Acté. Donc, si vous allez directement sur le site Internet Acté, vous n'allez pas le trouver. Donc, il faut vraiment avoir le mail avec, hop, le lien pour les télécharger. Et puis, il y aura à côté, dans le mail, le rapport financier qui est un document qui est personnalisé, en fait. On ne peut pas mettre à télécharger sur une page web, sinon tout le monde pourrait y avoir accès. Mais du coup, qui contiennent le contenu de votre projet avec justement les différentes actions, les intitulés, pardon, des différentes actions qui sont personnalisées. Un tel, ce sera de la formation, l'autre, ce sera voilà, autre chose, des études ou autres prestations intellectuelles. Donc ça, c'est par contre en pièce jointe dans le mail. Ce que disait Loane tout à l'heure, c'est si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à nous en alerter parce que ça peut être un problème effectivement de boîte mail qui filtre certains types de documents, notamment les fichiers Excel avec des macros, comme c'est le cas du rapport financier. Voilà. Voilà. Bon. Alors, n'hésitez pas à nous contacter via la boîte mail que vous voyez ici ou directement Loane et moi si vous avez des questions sur ces sujets-là. Vous allez recevoir donc le support de présentation et puis l'enregistrement du webinaire. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour vos questions. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, vous aussi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.